Bonjour, je m'appelle Benjamin France, je suis orthophoniste et chargé d'enseignement au département universitaire d'orthophonie de Montpellier. Je suis responsable des modules intervention en langage oral et en langage écrit. Et je propose des formations en langage oral pour Gnosia. Alors c'est faux. Effectivement, on ne parle plus de troubles spécifiques du langage oral. Le terme spécifique a été écarté suite au consensus Catalyse réalisé par Dorothy Bishop. Et donc, ce consensus nous propose d'utiliser uniquement le terme trouble du développement du langage, puisque finalement, le terme spécifique proposait une vision vraiment trop restrictive des troubles du langage. À la base, historiquement, ce terme, on l'a utilisé pour préciser que le trouble du langage oral ne s'inscrivait en dehors de difficultés intellectuelles ou de difficultés sensorielles, par exemple. Mais on sait maintenant que ces troubles sont très complexes et qu'il y a des associations très fréquentes avec d'autres troubles, comme par exemple les troubles spécifiques des apprentissages en cognition mathématique ou encore en langage écrit, ou le trouble du développement de la coordination, ou encore le TDAH. Ce qui fait qu'on a écarté le terme spécifique et on s'accorde aujourd'hui à poser le diagnostic de trouble du développement du langage. Alors après, il faut quand même préciser qu'il y a une nuance importante, c'est qu'on a aussi des troubles primaires, des troubles vraiment qui vont forcément susciter un trouble du langage. Et dans ces cas-là, par exemple dans les grands syndromes génétiques, type syndrome de Down, dans ces cas-là, on va enlever le terme développement et on va parler uniquement de trouble du langage dans le contexte de telle ou telle pathologie. Donc ça peut être un syndrome génétique, ça peut être aussi, par exemple, l'aphasie, épilepsie acquise de l'enfant. Alors, c'est faux aussi. Le manque de stimulation langagière n'est pas une cause systématique du TDL, mais évidemment, l'environnement peut influencer l'évolution du langage chez l'enfant, ça on le sait tous. Mais on sait aussi que le TDL, c'est un trouble du neurodéveloppement. C'est d'ailleurs la classification du DSM-5. On se situe dans les troubles du neurodéveloppement. Et donc, on peut avoir tout à fait un TDL qui apparaît dans un contexte très favorable avec un environnement riche en interactions verbales. Mais voilà, effectivement, c'est plus au niveau du degré de sévérité du TDL que ça va se jouer. On va avoir, si on a un manque de stimulation langagière, on va avoir évidemment une aggravation des difficultés de l'enfant TDL et ça va forcément limiter ses opportunités d'apprentissage et de compensation. Et l'environnement a évidemment un rôle très important dans le cadre du TDL, mais le manque de stimulation n'est pas la cause du TDL. Ce n'est pas une cause du TDL, c'est un facteur aggravant. Ça, c'est très important de faire la nuance entre les deux. Alors, donc, la réponse est vraie. Les parleurs tardifs, les late talkers, comme on dit aussi, comme on le retrouve dans la littérature, existent et ne sont pas systématiquement atteints d'un TDL, loin de là. En fait, ce sont des enfants qui vont avoir des difficultés de langage et notamment de constitution rapide d'un stock lexical sur le versant expressif, c'est-à-dire qu'ils vont avoir à peu près 50 mots à l'âge de 2 ans sur le versant expressif, ce qui est très peu. Mais avec la stimulation de l'environnement, etc., ils vont pouvoir compenser leurs difficultés, leurs retards, et voilà, à l'âge de 3-4 ans, ils vont atteindre une forme de normalisation. Alors que le TDL, lui, de son côté,
évidemment, va avoir des difficultés qui persistent dans le temps, des difficultés durables, comme on le sait. Donc, on sait qu'il y a environ 70% des parleurs tardifs qui vont compenser leur retard de langage et arriver à une normalisation. Donc, ça veut dire que finalement, 30% environ de ces parleurs tardifs seront finalement des TDL. Donc, pour nous, la difficulté, c'est de faire la distinction entre les deux. Les parleurs tardifs donc, vont compenser. Ils auront des difficultés expressives, mais auront moins de difficultés de compréhension que les patients TDL. À nous de faire très attention aussi à l'anamnèse pour nos hypothèses diagnostiques. Si on a un historique avec des difficultés familiales de troubles du langage, ce sera forcément plus en faveur d'un TDL, mais c'est vraiment l'évolution du patient en fonction de la rééducation qui va venir préciser le diagnostic. Est-ce que je suis face à un parleur tardif finalement, ou est-ce que c'est un patient TDL? Oui, le retard de langage n'est plus d'actualité. Le terme retard de langage, qui a longtemps été utilisé en orthophonie et qui malheureusement fait toujours partie de la nomenclature des actes, en fait, on a abandonné ce terme de retard de langage suite, encore une fois, au consensus proposé par Dorothy Bishop, mené par Dorothy Bishop, le consensus Catalyse, mené en 2017. En fait, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'abandonner ce terme suite à ce consensus? C'est très simple finalement. Ce terme de retard de langage présupposait qu'un enfant, forcément qui arrive avec des difficultés langagières, que cet enfant allait compenser ses difficultés et atteindre une normalisation avec la rééducation orthophonique. Or, cela concerne finalement très peu d'enfants qui viennent en consultation pour des difficultés de langage. On va avoir beaucoup plus de patients qui vont avoir des difficultés persistantes finalement. Mis à part les fameux parleurs tardifs qu'on a évoqués précédemment, on n'a pas vraiment de possibilité de savoir à l'avance comment est-ce que un patient va évoluer. Et donc, on va plutôt parler de difficultés langagières et éventuellement de suspicion de troubles du développement du langage oral pour les plus jeunes, c'est-à-dire pour les enfants avant 4-5 ans finalement, parce que le diagnostic de TDL peut se poser très rapidement, mais on peut avoir des doutes entre 3, 4, 5 ans, et c'est là qu'on peut parler de suspicion de troubles du développement du langage, et on va préférer les termes difficultés langagières au terme retard de langage. Alors, faux, effectivement, le bilinguisme n'est pas une cause du TDL. Un enfant bilingue peut avoir un TDL, mais ce n'est pas du tout le bilinguisme qui en est la cause. C'est ce qui ressort des études. Le TDL est un trouble, encore une fois, un trouble neurodéveloppemental, donc qui est lié à des facteurs biologiques et génétiques, et c'est vraiment indépendant de la langue ou du nombre de langues apprises. Donc, ce qui est très intéressant à savoir, par contre, c'est que un enfant qui a un TDL et qui est bilingue aura ce TDL dans les deux langues. Donc, c'est ce qui est très intéressant pour nous déjà parce qu'on doit savoir, lors de l'anamnèse, il faut tout faire pour savoir si le patient a des difficultés uniquement en français ou s'il a aussi des difficultés dans sa langue maternelle. Et ça va nous permettre, nous, de faire la distinction justement entre des difficultés peut-être un manque de stimulation finalement dans la langue française ou un TDL qui, lui, va impacter les deux langues. Alors, c'est pas toujours facile de savoir effectivement si les deux langues sont impactées ou pas, mais à nous de tout faire et de poser toutes les questions possibles à la famille pour savoir si la langue maternelle est aussi impactée.
La réponse, heureusement, à cette affirmation est faux, évidemment. Même si une prise en charge intensive est idéale, et c'est ce que l'on retrouve dans la littérature, une prise en charge intensive dans le cas du TDL de 2 à 3 séances par semaine, mais on sait dans la réalité de la pratique orthophonique que ce n'est pas toujours facile à mettre en place. Et il faut savoir que ces prises en charge intensives sont très intéressantes, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important dans la prise en soin de nos patients TDL. La régularité de la prise en soin et l'adaptation surtout de cette prise en soin à chaque patient prime finalement sur le caractère intensif. On va avoir par exemple des études qui nous montrent que 8 séances sur 8 jours, donc à hauteur de 1 séance par jour, ça va être moins efficace finalement que 8 séances étalées sur 8 semaines au rythme d'1 séance par semaine. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait de l'intensif, du massé, on agit sur une représentation, un apprentissage qu'on appelle fast mapping finalement, et qui est un apprentissage qui finalement ne va pas se consolider, alors que un apprentissage, une pratique distribuée dans le temps, c'est-à-dire voilà, avec un rythme régulier, d'une séance par semaine, par exemple, ça peut très bien être bénéfique pour le patient puisque on va lui laisser le temps finalement d'assimiler ce qu'on travaille en séance et puis de consolider ses apprentissages, ses compétences. Et ça, c'est ce qui ressort de nombreuses études et c'est très intéressant. Donc, c'est juste que à nous de proposer une prise en soin vraiment de bonne qualité avec une très bonne régularité. Donc ça, on sait aussi que c'est pas forcément facile en fonction des familles et aussi l'implication justement de cette famille. Et là, ça vient toucher aussi à tout ce qui concerne la guidance parentale qui est très importante à mettre en place lorsque l'on suit des patients TDL. Alors, on peut compenser, oui, effectivement, c'est l'idéal d'impliquer la famille et de mettre en place des supports qui vont faire le va-et-vient entre le cabinet et le domicile, évidemment. Et impliquer la famille pour savoir quels sont, en gros, les objectifs thérapeutiques précis du moment et surtout voilà ne pas hésiter à transmettre effectivement des exercices, voilà, on a beaucoup d'outils maintenant pour soit imprimer un support, soit le transmettre sous format numérique et ça va vraiment venir compenser cette impossibilité finalement à faire de l'intensif. Après, encore une fois, voilà, tout dépend des possibilités d'organisation, mais on peut très bien aussi faire de l'intensif et de l'alterner avec un rythme moins soutenu. On nous recommande, par exemple, dans certaines études, de proposer de l'intensif sur les périodes de vacances scolaires et de repartir sur un rythme plus léger hors vacances scolaires. Voilà, ce qui nous permet finalement de jouer sur les deux tableaux, de faire un apprentissage massé et ensuite d'avoir une pratique distribuée qui permet de consolider ce qu'on a travaillé.